Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Mes chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver de nouveau. Nous sommes le samedi 29 janvier. Et oui, le temps passe vite, l'année est déjà entamée sérieusement. Je vais vous dire tout de suite encore une fois, très bonne année à tous. Ah oui, on a le droit jusqu'à la fin de l'année. Il n'y a plus guère. Pas de la fin de l'année, la fin janvier. Oui. Donc je vous le dis parce que je le pense et j'espère que nous allons tous passer une très belle année. Nous sommes le 29e jour de l'année. Ça me semblait évident. Il en reste combien? Il en reste 336 avant le nouvel an. Et c'est la grande voix de monsieur Roland Motte qui vous a annoncé tout ça. Notre jardinier de Vittel est là et nous en sommes ravis. Nous sommes le 9e jour du signe astrologique du Verseau, le 10e du mois de pluviose dans le calendrier républicain français. Alors, c'était le jour de la cognée. Alors, la cognée, bon, c'est une hache, ou le vieux nom des haches. Alors, je sais que toi, tu as été bûcheron, mais tant pis, on va parler aujourd'hui de l'amandier. Oh, c'est plus agréable. C'est mieux. Ah oui, c'est nettement mieux. Prunus dulcis. Alors, c'est pas un arbre pour monsieur Roland Motte et sa région de Vittel. Ah oui, mais il n'y a pas que Vittel, d'ailleurs. Au nord de la Loire, c'est un peu plus compliqué. Alors, je me suis posé la question en relisant tes propos, est-ce que je pourrais pas en planter sans avoir de fleurs? Oui, bien entendu. Parce que la problématique de l'amandier, ce n'est pas 100% sa rusticité, c'est un arbre dont la rusticité est voisine de celle du pêcher, ou de l'abricot, mais qui a une floraison tellement précoce, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est que si vous êtes dans la région de l'amandier, eh bien, il doit y en avoir déjà qui sont joliment en fleurs. En Espagne, je pense qu'ils ont déjà pratiquement terminé. Et donc, si vous voulez passer aussi un bon week-end pour vous détendre, etc., hop, vous faites un petit coup de voiture jusque dans le midi méditerranéen et vous allez vous régaler parce que c'est vraiment très joli. Ah, c'est magnifique en fleurs et le fruit, et c'est bon quand même. Oui, mais il faudra attendre. C'est un bel arbre, 8, 10, 12 mètres de haut maximum. Et donc, ces fleurs, presque quand même comme celles du pêcher, mais un peu plus intenses au niveau de la couleur. Blanc rosé, apparaissent avant les feuilles. Et c'est vraiment le tout premier arbre fruitier à fleurir. Et il va nous faire un fruit qui est, en botanique... Qui est joli. Donc, c'est un fruit à noyau, donc c'est une drupe. Okay. Une drupe, oui, c'est vrai. Dont la chair, au départ, est tendre et qui va sécher à maturité et s'ouvrir également. Ce que l'on consomme dans l'amande, c'est... C'est le noyau, le machin du milieu, le truc au milieu, le zinzin, l'amande. La graine. La graine, ah oui, ouais, oui. Là tu cherches les complications. Mais non, c'est une simple... Plante d'Asie occidentale, de Grèce, donc très répandue sur le bassin méditerranéen. Il y a une petite légende, on dit que Nana, qui était la fille du dieu fleuve Sangarios, donc un fleuve de l'Asie mineure, avait conçu son fils Attis après avoir cueilli une fleur d'amandier qui était jaillie des organes mâles coupés de Cybèle qui était à la fois mâle et femelle et qui avait été castrée par les dieux. Un truc de fou, et on dit même des choses un peu infernales au niveau de Zeus, qui aurait fait des actes répréhensibles sur le corps de la pauvre Nana. Bon, enfin, c'est comme ça qu'est né l'amandier, et en tous les cas, ça vous fait vraiment un arbre sympa si vous habitez dans le Midi. Il y a des dictons, on dit pour la Sainte Berthe, c'est le 4 juillet, se cueille l'amande verte. Si elle n'est pleine que de lait, il faut laisser mûrir le blé. Ça, vous pouvez un peu essayer de réfléchir, vous avez jusqu'au 4 juillet, pour essayer de comprendre ce que cela veut dire. En tous les cas, il y a autre chose de plus simple. On dit quand l'amandier est en fleur, la nuit égale le jour. Donc, ça rime pas, c'est dommage. Mais peu importe, ça veut quand même apporter
une information intéressante. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, on a des nuits égales à celles du jour au niveau de la longueur. Alors tiens, je sais que tu aimes bien chanter. Chante-moi un petit peu Brassens, là, 1957. J'avais le plus bel amandier du quartier. J'avais le plus bel amandier du quartier. Bon, je t'épargne la Et suite. pour la bouche gourmande des filles du monde entier. Je faisais pousser des amandes. Le beau, le joli métier. Eh ben, on va changer de métier, on va carrément aller à l'Olympia, n'est-ce pas? Vous serez tous là, j'espère, en tous les cas. Bon, excusez-nous pour ce dérivation. Anniversaire du 29 janvier 1928. Ah oui, important. Akira Miyawaki. Miyawaki. Je sais pas Miyawaki. le dire. C'est ça? Bon, Je ça ne va. parle pas très japonais couramment, mais je pense que c'est à peu près ça. Alors, c'est quelqu'un d'extrêmement important pour l'étude des écosystèmes et de la restauration des forêts. C'est une personne qui a eu une réputation mondiale, vraiment un grand spécialiste de la manière de réimplanter de la végétation naturelle, c'est-à-dire donc des végétaux qui ne sont pas horticoles, des végétaux sauvages, sur des sols dégradés, sur des anciens sols industriels, en ville, en périphérie de ville, et il a recréé des forêts naturelles dans des sols où, normalement, plus rien ne poussait. Il a créé une méthode qui s'appelle la méthode Miyawaki, et il a obtenu un prix en 2006 important, le prix Blue Planet, pour montrer à quel point son travail avait permis aujourd'hui de faire des restaurations écologiques de plus grande importance. Et il a fait planter des forêts en Europe qui aujourd'hui étonnent un peu les spécialistes puisqu'elles ont une vitesse de croissance pratiquement 5 fois plus rapide qu'une monoculture classique. Donc la méthode Miyawaki, peut-être que ça vaut quand même le coup de s'y intéresser un peu plus. En tous les cas, on lui fait un petit... pas coucou, parce que malheureusement il est décédé. Et l'an dernier, il est décédé l'an dernier. Oui, carrément. Ouais. Ouais. Dicton de la semaine, on fête Saint-Gildas, Bretagne. Eh oui, on fête aussi Saint-Constance et Saint-Valère. Ah ben j'ai pas vu ça. Eh oui, et le jour de Saint-Valère, n'oublie pas ta petite laine pour aller prendre l'air. Ah, je croyais que tu allais dire pour t'envoyer en l'air. Ah, j'aurais pu, mais tu l'as pas dit. Non, il l'a pas dit, messieurs. Vous voyez encore un dicton à la Roland Motte. Moi, je vais vous dire quelque chose de peut-être plus jardinier, mais un petit peu facétieux, parce que maintenant, il conspire sur moi, quoi. Ça va être de jardinier, plante si tu veux à la Sainte-Gildas, mais chose de bonne godasse. Ah oui, c'est pas terrible non plus. Mais si, c'est terrible, parce que il pleut souvent pas mal vrai. dans cette saison, et quand j'étais gamin, on disait... dans les jardins, tu es crotté jusqu'aux yeux. Et au verger, à la Saint-Gildas, mettons un bon engrais riche en potasse. Ça, c'est un bon conseil. Bon. Et ben voilà. Une question de Pierre qui nous dit comment différencier les larves de cétoine de celles de hanneton. On m'a dit que les premières étaient utiles et que les secondes étaient nuisibles. Alors est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas si les cétoines sont plus utiles ou plus nuisibles que les hannetons. Les vers blancs sont quand même assez nuisibles dans les cultures dans la mesure où leurs larves, donc ces vers blancs, vont se nourrir essentiellement de racines. Les cétoines, c'est pas les larves, on les trouve dans le terreau, on les trouve dans l'humus. Les adultes mangent le cœur des fleurs. Ils mangent les organes floraux. Ça peut faire des ravages quand il y en a beaucoup, sur les rosiers notamment, les pivoines aussi. Comment on les reconnaît ? Oui, alors ça c'est intéressant. D'abord par le lieu où elles sont, puisque souvent, comme tu l'as dit, les larves de hanneton sont en train de manger les radicelles. Donc on va plutôt les retrouver là où il y a de la plante. Oui, puis dans le sol, quand vous labourez, oui. Enfin labourez, quand vous bêchez discrètement, légèrement, à la mode Roland. Et par contre, les cétoines, on est capable de les trouver dans un endroit où il n'y a aucune plante, dans une balconnière qu'on a laissée pour l'hiver. En ce moment, là, au printemps, vous allez gratter, vous allez trouver ces gros vers blancs en vous disant que c'est des hannetons, mais non, puisque finalement... Ils ne vivent pas au même endroit. Oui, et puis ça se nourrit de déchets organiques, oui. Donc on peut les prendre et puis les déposer gentiment dans le compost. Et la différence, on le voit, c'est la larve de cétoine, elle a un gros cul et une petite tête, et c'est le contraire pour la larve de hanneton qui a une petite tête et un gros cul. Non, c'est l'inverse. Bon, tu l'as bien dit, la larve de cétoine, elle a un gros arrière blanchâtre, une petite tête et des pattes courtes. Et celle du hanneton, elle a une grosse tête et un petit cul. Mais jaunâtre avec des longues pattes. Mais la cétoine, quand on parle de son utilité, c'est la larve qui peut être utile dans le compost. Pourquoi ? Parce qu'elle va manger les déchets végétaux, elle va contribuer à faire avancer le compost. Ouais, léger, hein. Léger. Par rapport aux dégâts... Oui.
La cétoine dorée, on la rencontre pas que sur les rosiers, comme je vous disais, mais dans la nature, par exemple, sur les ombellifères, il y en a souvent beaucoup, sur les fleurs de chardon, et on a aussi, dans le jardin, sur les sureaux, sur les aubépines, le fait qu'elles mangent ces éléments organiques en décomposition, on dit que c'est un saproxylophage, parce qu'elle se développe aussi dans le bois qui se décompose. On peut la trouver là-dedans, donc les terreaux et les composts. On voit souvent, d'ailleurs, plus que la cétoine dorée, une autre cétoine dont les larves sont identiques quasiment, c'est le drap mortuaire. Cétoine grise, la c'est cétoine ça grise, oui. ou cétoine funeste. Donc elle est grise, piquetée de quelques points blancs, enfin quand on parle de l'adulte. Et c'est un insecte qui est extrêmement voisin, mais qui ne s'attaque pas aux mêmes plantes. On va le voir sur les iris. Alors sur les rosiers aussi, on le voit quand même un petit peu. Bon, ça ne fait pas d'énormes dégâts tant que ça ne prolifère pas. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Eh bien, je vous propose que l'on se fasse un vrai petit plaisir tranquille à la maison, parce qu'il ne fait pas toujours bon de mettre le nez dehors en cette saison, et que l'on se fasse la main à cultiver, non pas qu'à cultiver, mais à produire des plantes, et ceci totalement gratuitement. Ah, quand même pas mal. Intéressé, oui. Ah oui. À partir des fruits et des légumes que vous consommez régulièrement, parfois il y a moyen de les bouturer, de les semer, de façon à obtenir une plante. Le plus simple, c'est, tu le connais. L'avocat? Bah oui. Eh oui, mais c'est rigolo, parce qu'on a fait ça même en étant gosse, c'est quand même pas compliqué. Il faut un verre d'eau, de l'eau, 3 allumettes, et on lui met le cul dans l'eau, et ça commence à partir, notre fameux... Oui, normalement, si tout va bien. C'est vrai. En raison des nombreux déboires que j'ai eus ces derniers mois, parce que nous avons fait une vidéo qui vous montre d'une façon un peu plus détaillée ce que notre ami Roland vient de vous donner comme exemple, on a fait ça jusqu'à la plantation, enfin jusqu'au début de la culture. Jamais, au grand jamais, on en a fait plusieurs de suite, on a eu des racines, ça n'a jamais fonctionné. Et je l'avais déjà fait pourtant plusieurs fois avant. Je pense que certaines variétés d'avocats qui nous sont vendues aujourd'hui dans le commerce sont stériles, tout simplement. Ou je vais retenter autre chose, et à savoir un semis, puisqu'on a un pépin, nos auditeurs nous avaient fait bien remarquer que ce n'était pas un noyau, mais un pépin d'avocat dans la terre, dans un terreau de semis, tiens, pour une fois je vais l'utiliser, dans un pot, on va enterrer à peu près aux 2/3 notre pépin d'avocat, et on verra bien ce que ça donne. Le conseil, c'est quand même d'essayer de mettre une cloche par-dessus. Alors ça peut être simplement un sac congélation que vous faites tenir avec un petit arceau de métal. Placez ça dans un endroit quand même assez chaud. Je vais tenter aussi de le mettre sur la plaque de protection d'un radiateur, parce que ce qu'on appelle une chaleur de fond, c'est assez favorable à l'émission des racines, et ça sera valable pour les autres plantes dont on va vous parler. Et puis dans un endroit quand même plutôt éclairé, donc peut-être dans la véranda. On verra, on essaye de vous le faire, et après on vous le montrera en vidéo. Anecdote, hein, juste sur ce fameux pépin d'avocat, j'en avais mis un au compost. Ah oui, il a jeté son noyau d'avocat dans le compost, et tout d'un coup il s'est dit, tiens, c'est marrant, ça a germé. Oui. Bah oui, vous pouvez peut-être tenter ce truc-là, mais si vous le faites, faites-le plutôt en belle saison, parce que là il risque d'avoir un tout petit peu froid, le noyau d'avocat. Ça montre quand même que c'est relativement facile. L'avocat, faut être patient quand même, hein. 1 mois et demi, 2 mois pour les premières racines, généralement. Les noyaux de dattes... C'est compliqué, ça, parce que ça prend du temps. D'abord, c'est très dur, donc est-ce que tu les casses avant ou pas, ou est-ce que tu fais quelque chose? Non, on les met dans l'eau pendant 24-48 heures, oui. Et puis après on les sème. Moi, j'ai eu des très bons résultats, mais en revanche, comme tu dis, c'est extrêmement lent. Oui. C'est-à-dire qu'il faut attendre plusieurs mois, généralement 2-3 mois, avant que ça lève. C'est rigolo, hein, ça sort un tout petit palmier comme ça. Et puis avant que ça devienne une plante, mettons, de 30 cm, il faut 2-3 ans. C'est très très long au niveau du développement. Donc là, tu mets ta bouteille de Vittel, d'eau dessus, coupée, pour faire une serre. Non, tu laisses comme ça, oui. Okay. Ça pousse bien. Ce que tu viens de nous expliquer, et tu vas nous détailler, tu peux le faire avec la mangue. Ah oui. Le noyau de mangue est très plat, mais très gros, très dur. Et vous avez intérêt, alors lui, à bien le nettoyer pour pas qu'il y ait trop de chair. C'est difficile d'enlever toute la chair, oui. Moi, j'ai jamais réussi. Vous en enlevez un maximum pour qu'il n'y ait pas trop de risque de pourriture. Et surtout, là, vous n'allez pas utiliser du terreau de semis, ou du moins, vous allez l'utiliser que partiellement, en le mélangeant de nouveau avec soit en volume la moitié de sable, soit
perlite, vermiculite, quelque chose d'extrêmement drainant pour qu'il n'y ait aucun risque de moisissure, de pourriture. Nous, on l'a fait, ça marchait très bien, c'est long aussi. Il faut faire ce que tu as dit, donc mettre une cloche pour qu'on ait un maximum d'hygrométrie, et c'est pour ça que les risques de pourriture sont élevés. Et là, on l'a systématiquement posé sur la plaque de protection d'un radiateur, parce que c'est une plante tropicale et que vraiment la chaleur a besoin. Idem pour le litchi. On a réussi aussi. Ce qui est rigolo, c'est de voir une plante qui se développe, qui pousse, etc. Mais le litchi, on peut faire une plante qui va durer au moins 1 ou 2 saisons et qui fait un petit arbuste dont les jeunes feuilles sont bronzes. Et ça, c'est assez mignon. Donc, pareil, chaleur de fond, etc. Mais beaucoup plus simple. Pourquoi pas les agrumes? Ah bah les agrumes, ça va tout seul. Le pépin, il faut déjà trouver des fruits qui soient avec des pépins équipés de Ah oui, pépins. les clémentines, ça marche pas. Hein. Ça marche moins bien. Et puis après, ça va tout seul. Il suffit de le semer presque simplement dans la maison, et puis c'est tout. Hein. Comme les noyaux de dattes. Ouais. Alors vous pouvez faire ça avec des grenades, ça pousse très bien. Et j'ai fait un truc un jour avec des papayes. Tu achètes une papaye, à l'intérieur, il y a des gros grains noirs, il y en a plein. Nous, on avait mis ça dans un pot, on a une forêt vierge. Ça a tout levé. Bon, après, ça fait rien du tout derrière ça, parce que c'est difficile à acclimater, mais c'est vraiment rigolo. Alors, en revanche, vous pouvez tenter le fruit de la passion. Parce que semer un fruit de la passion, vous allez avoir une jolie petite grimpante. Si vous avez une serre, par exemple, ça peut faire une plante qui aura une véritable durée. Et puis, pour s'amuser, pourquoi pas des pommes, des poires, des pépins, de pommes, de poires, ça va germer. Alors, ce que nous faisons aussi, et là, on a fait une vidéo sur le Jardin TV, c'est bouturer la couronne d'ananas. Ah oui, c'est sympa, tu coupes le haut, mais ça marche pas avec tous les ananas. Si. Non, ça marche pas avec tous les ananas. Ah oui, c'est ça, il y en a qui trichent, là, il y en a qui vont pas bien. Les ananas qui arrivent par bateau, en général, ils ont été brûlés au centre pour pas justement que la couronne se développe pendant tout le temps de trajet de l'ananas. D'autant plus que la plupart du temps, si je me trompe pas, parce qu'on le fait beaucoup avec les bananes, mais je crois qu'avec l'ananas, ils le font aussi, ils récoltent les ananas totalement verts et pendant le trajet en bateau, ils pulvérisent de l'éthylène sur les fruits pour activer la maturation. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On achète des ananas avion. Avion, c'est-à-dire qu'ils sont venus en avion? Bah oui, tu as déjà vu ça, les ananas avec des ailes. Je crois que c'est la variété, c'est une variété avion. Oui, par exemple, les petits Victoria qui viennent de la Réunion. Oui. Ils ont des beaux panaches. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On va couper à peu près 1 centimètre de chair avec le panache de feuilles. On va laisser à l'air libre jusqu'à une demi-journée pour qu'il y ait un cal de cicatrisation qui se fasse sur la chair. Si vous ne le faites pas, il y a un risque important de pourriture. Et derrière ça, alors là, terreau de semis, très bien. On va poser simplement dessus. On n'enterre pas, oui. On le pose à plat. Et là, on arrose évidemment le terreau. Il faut que ça soit humide pour que ça puisse reprendre. Donc, on a bien arrosé. Et vous allez le garder, là aussi, sur la plaque de protection d'un radiateur ou dans un endroit assez chaud de la maison. Ça reprend assez bien. C'est long aussi. Et ça reprend et puis ça commence à vous refaire des feuilles. Alors ça a un défaut, ça fait des feuilles assez épineuses, mais c'est une plante sympa, ça vous fait une vraie petite plante d'appartement gratuite. Alors ne rêvez pas, vous n'aurez pas d'ananas, peut-être qu'il y aura un petit fruit un jour. Si, un petit machin comme ça, ça m'est arrivé, oui. Sur une couronne d'ananas? Non, sur une plante d'intérieur. Oui, mais ça c'est ananas comosus, c'est pas le même. Oui, d'accord. En tout cas, c'est petit. Oui. On peut aussi faire des bouturages avec des patates douces et des rhizomes de gingembre. Pourquoi je dis bouturage? Parce que ce sont des tiges, les tubercules sont des tiges renflées, et quand on les met sur le sol, on ne fait pas un semis, on fait donc un bouturage. Ça, c'est ultra simple. Pareil, terreau de semis. On les enterre à moitié seulement. Il faut une certaine chaleur, et c'est bizarre, parce que les rhizomes de gingembre, qui sont déjà pratiquement avec des bourgeons que l'on voit sortir. C'est long à pousser, mais c'est long. Et ça fait des petits rogatons tout petits au départ, c'est très fragile quand même. À l'inverse, la patate douce, elle vous fait une plante volubile, c'est assez rigolo. Donc voilà le moyen de faire des plantes très très facilement. Alors, j'ai vu d'autres trucs sur Internet, je ne vais pas vous en parler vraiment parce que je voudrais essayer. J'ai vu, par exemple, de planter des morceaux de fraises, de découper des fraises en lamelles, les poser sur le sol, ça peut germer. Oui, c'est la graine qui est là. Et voilà, donc, les fruits, les akènes pourraient germer. Couper le pied d'une laitue en gardant le cœur, placer la base, un peu comme l'avocat, s'il y a des feuilles qui développent.
On l'a fait l'été dernier. Le trognon, tu poses carrément ça sur l'eau, tu fais tenir un peu comme notre pépin d'avocat, et ça te donne... Alors attention, pour le résultat, moyen quand même. Ça fait 3 racines qui se battent en duel. Et 2 feuilles. Et oui, et les feuilles, c'est quand même petit, mais voilà, c'est original. T'obtiens quand même des feuilles. Alors j'ai vu aussi sur les carottes la même chose, c'est-à-dire que vous achetez vos carottes avec les fans, vous les coupez en laissant à peu près 3 cm de la base des feuilles, vous gardez le haut de la carotte sur environ 1 cm, pareil, vous posez sur le sol et a priori il y a quelques petites feuilles qui peuvent se développer. Donc voilà plein de choses que vous pouvez faire en ce moment. Amusez les enfants avec ça, faites-vous plaisir, vous aurez éventuellement quelques petites plantes. Et puis n'oubliez pas d'envoyer des photos sur Patrick ou contact@newsjardintv.com. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. C'est le coup de cœur récurrent de Roland, la salamandre. Pas tout de suite, je voulais te parler avant de choses dont je n'ai pas parlé. Ah bah voilà. Zéro déchet, et c'est le Emova Group. Alors ça reprend plusieurs magasins qui s'appellent Monceau Fleurs, Happy, Au nom de la rose, Cœur de fleurs, et puis la marque digitale qui s'appelle Blooms. Et ça, c'est des fleuristes. Ce sont des fleuristes, et comme tu le sais peut-être, dans les bouquets, il y a du déchet. Et il y a pas mal de choses qu'on met à la poubelle. C'est le cas des jardineries, par exemple, on appelle ça la démarque, tout ce qu'on achète, mais qu'on n'arrive pas à vendre parce qu'on n'a pas su l'arroser, parce que c'est resté trop longtemps en rayon. Et là, ça va jusqu'à 5% des ventes d'un fleuriste. C'est quand même conséquent. Et donc là, ils ont trouvé une solution. Les 300 magasins qui existent ont fait un partenariat avec l'application dont on a déjà parlé, Too Good To Go. Normalement, c'est alimentaire. Ils vont récupérer ce qui traîne. Et là, ils vont récupérer les fleurs. Ils vont proposer ces bouquets d'invendus à des épiceries engagées. On aura nettement moins de pertes. Comme ça, vous aurez des fleurs fanées et c'est vachement sympa. Il n'y a aucun problème. Alors, je vais plus loin. Si elle est fanée, eh bien, la société Vépluche qui va récupérer chaque fois ses déchets verts et pour les mettre, pour les composter. Voilà. Oui. Bon, en général, déjà, les fleurs que vous achetez à prix d'or, souvent chez les fleuristes, ça dure 3 jours. Donc, si en plus elles sont récupérées, il faudrait quand même un petit peu faire attention. Quelle mauvaise langue. C'est l'expérience qui parle, c'est tout. Voilà. Bon. Moi, je vais vous parler de Hortus Box, dont je vous ai déjà parlé, qui est un service paysagiste sur Internet et qui, là, vient de s'associer avec Jardiland pour offrir aux clients de Jardiland un service de paysagisme clé en main. Donc, tout simplement, si vous allez dans une jardinerie, rarement vous dessine votre jardin, il y a une association entre les deux. C'est une association formelle, factuelle, mais c'est intéressant. Ça permettra à la start-up de se développer, puis à Jardiland de rendre service à ses clients, tout simplement. Je n'ai pas encore essayé du tout, peut-être que je le ferai un de ces jours, les services d'Hortus Box, parce que je suis quand même un peu étonné par la courte demande de renseignements qu'ils ont à proposer à leurs clients. Et puis même, ils disent qu'ils vous font un service personnalisé. Alors peut-être qu'il faut effectivement aussi envoyer des photos, etc. Mais le questionnaire, lui, c'est est-ce que vous aimez les fleurs, est-ce que vous aimez les légumes? Enfin, c'est un truc très limite. Bon, ça a comme avantage le fait que ça coûte pas trop cher et que contrairement à un plan de paysagiste expert qui peut aller jusqu'à 1 500 € parfois sur un grand jardin complet, là, ça vous coûte au pire sur un grand jardin 130 ou 140 €. Donc il y a des trucs à partir de 59 €. Donc vous pouvez déjà avoir des idées pour votre jardin, même si c'est pas parfait, pour une somme qui est quand même pas très très élevée. Monsieur Roland Motte adore la salamandre. Oui. Il nous en avait déjà parlé et il nous en reparle. Et tant mieux. Je confirme, puis ils sont de main à coin, alors donc je les aime bien, c'est pour ça. La salamandre, c'est un super journal. Et bien maintenant, il y a la salamandre junior. Il y a déjà un moment. Pour les gamins. Oui, je vous en reparle parce que c'est vraiment, faut relancer, parce que vous en achetez pas assez, vous offrez pas assez à vos enfants de salamandre, et je veux pousser un coup de gueule, que faites-vous? Vos enfants devraient être équipés de cette salamandre junior. Il y a la petite aussi. Oui, il y a la petite en plus. Oui. Il y a les 4-7 ans, il y a les 8-12 ans, il y a la junior et il y a la petite salamandre. Voilà, c'est ça. Et donc là, on va trouver 6 numéros, 2 hors-série, 6 posters, des cartes à collectionner. Ça va donner l'envie aux enfants d'aimer la nature. Donc nous attendons les retombées de cette annonce et il faut vraiment offrir des petites salamandres à vos enfants. Je vais dire à la salamandre, ils ont le droit de nous envoyer leur magazine pour qu'on vous les présente régulièrement, parce que c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a souvent des trucs vraiment très très bien. Ils font aussi des bouquins, on vous en a déjà présenté et on continuera à le faire. Ce sont des gens très intéressants. Moi, j'ai quelque chose aussi de très intéressant et surtout très sympa qui revient. C'est le retour de la semaine du jardinage pour les écoles, puisqu'il y a eu malheureusement les 2 années de Covid, 2020-2021, qui ont empêché de se produire cette semaine du jardinage pour les écoles.
la 23e édition qui aura lieu du 14 au 19 mars sur le thème « Jardiner, c'est ma nature », ça va te plaire, et de retour pour 2022. Je rappelle que c'est Semae, ex-GNIS, qui s'occupe de ça. Il y a un site, si vous êtes enseignant, c'est vraiment très, très, très important, très, très bien, d'aller sur www.jardinonsalécole en un seul mot.org. Il y a la semaine du jardinage pour les écoles, mais il y a surtout plein de choses pédagogiques, des outils qui vont vous aider à transmettre, même si vous ne l'avez pas encore, la passion du jardinage aux enfants que vous avez sous votre coupe. Et comme c'est le moment justement de rêver un tout petit peu au printemps, puisque ça aura lieu au printemps, on se repose quelques secondes avec la publicité. Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte ? Avec EasyBio, c'est gagné. EasyBio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matières naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Une question de Assa32 qui nous dit « J'ai lu à plusieurs reprises que le sol devait être riche en humus. Mais qu'est-ce que c'est que l'humus? Est-ce qu'on peut en fabriquer peut-être avec le compost ?» Alors, qu'est-ce que veut dire étymologiquement humus? Je sais même pas. Ça veut dire la terre. Oui, la terre, c'est tout? Voilà, ça veut dire la terre. Et l'humus, en fait, c'est souvent la couche supérieure du sol qui a été créée par la décomposition de la matière organique et une action, oui, on va dire combinée entre des animaux, petits souvent, des bactéries et des champignons du sol. L'humus, c'est pas simplement une matière d'origine végétale, elle est aussi d'origine animale, puisque les déjections d'animaux qui viennent se mélanger dans tout cela, eh bien, ça constitue cette couche vivante qui est très importante pour la nature du sol. Ça ressemble un peu à du terreau, mais c'est pas du terreau. Le terreau n'a qu'une partie d'humus, mais c'est une matière souple, c'est aéré, c'est comme une sorte d'éponge, ça retient bien l'eau. Surtout, ça retient bien les nutriments. C'est ce qui crée, d'ailleurs, la fertilité. Donc, c'est souvent brun-noir. Et puis, ça sent quoi? Ça sent le champignon, ça sent la foraise. Bon. Ah ouais. Ouais, ça sent quelque chose qui nous fait naturellement du bien. Oui. On respire ça. Alors, je ne sais pas si les citadins de chez Citadins, depuis 25 générations, vont trouver la même chose que nous. Mais quand on a vécu un peu dans la campagne, vous savez, par exemple, après une pluie, quand la terre est en train de se réchauffer un peu et que justement elle est un peu vivante, vous avez cette odeur qui est vraiment très intéressante et qui est liée, alors pas à la décomposition, parce que la décomposition ça sent pas bon, mais c'est justement à l'équilibre qui se passe entre les lignines, la cellulose et toute cette transformation que font principalement les microbes. On peut dire que c'est la partie vivante du sol, tout simplement. Dans un sol de jardin, il y a un peu d'humus. Puis après, il y a tous les matériaux d'origine minérale. Un sol 100% d'humus, ça pourrait être, par exemple, de la tourbe. Oui, et puis c'est compliqué parce que dans un jardin, on va cultiver, on va nettoyer, on va planter, donc on n'aura pas le même sol qu'en forêt. Le sol forestier a toujours du sable, il y a toujours aussi des agrégats. Sans ça, ça serait rien. Ça tiendrait pas. L'humus, il faut faire attention. Aujourd'hui, on en fait une sorte de miracle vivant. C'est effectivement l'élément moteur de la vie du sol. Mais le sol sans les minéraux, c'est que dalle, il faut bien le dire. Donc, c'est un ensemble et il faut qu'il y ait un rapport équilibré entre l'humus, le sable, le calcaire et l'argile. C'est ça qui fait un sol. Et pour qu'un humus soit bon, il faut qu'il y ait un bon rapport de carbone sur azote, le fameux C sur N, et avec un chiffre aussi bas que possible, généralement, si possible, pas supérieur à 10. Quand j'ai préparé ça comme réponse, j'ai essayé d'aller m'intéresser à savoir comment on calcule le rapport C sur N. Je vous dis, c'est même pas la peine de regarder, c'est incompréhensible et c'est impossible à faire. Bon,
Certains professionnels vont le faire, évidemment. Ça serait pas mal, d'ailleurs, qu'on vous le donne sur un substrat, un terreau qui est normalement un support de culture. Vous allez cultiver directement. La différence, c'est ça, hein, entre, par exemple, on avait déjà dit, l'amendement. L'humus lui-même, c'est essentiellement un amendement. On ne cultive pas directement dedans. Bon, le terreau, lui, qui a l'ensemble des éléments, il devrait avoir un bon rapport C/N. On ne le voit jamais marqué sur l'indication de la composition. Peut-être que c'est quelque chose qu'on peut demander pour demain. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Comme nous sommes en plein hiver et qu'il y a un manque régulier de couleurs, de fleurs, je me suis dit, il faut absolument qu'on leur fasse plaisir. On va aller rêver un peu. Et quoi de mieux que les mimosas? Les mimosas qui vont commencer à fleurir, qui ont peut-être commencé dans certaines régions vraiment très abritées, en fonction aussi des variétés. On dit souvent le mimosa et la fleur de janvier, c'est plutôt quand même un peu la fleur de février. Hein. Bon, ça dépend de la douceur globale de l'hiver. Première chose à savoir, même si aujourd'hui, et c'est vrai, on y reviendra, c'est une plante qui pose des problèmes écologiques dans le milieu, je mets 25 guillemets, naturel, ça n'a rien. C'est pas naturel, c'est pas de chez nous. Les mimosas qu'on cultive sont des plantes australiennes qui ont été introduites au XIXe siècle et qui sont particulièrement bien adaptées au climat méditerranéen et qui, aujourd'hui, pour certains, posent des problèmes. Attention, toujours dans ce que l'on appelle aussi les plantes sauvages. Hein. Là, on est sur une plante introduite et c'est pour ça aussi qu'elle fait partie de la liste de ce qu'on appelle aussi les invasives, contrairement aux envahissantes. Les envahissantes sont des plantes indigènes, sauvages, naturelles, entre guillemets, qui ont tendance à prospérer, comme le chien-dent, par exemple, hein, ou le liseron. Et les invasives sont des aliens, c'est-à-dire des plantes étrangères qu'on a introduites et qui se sont acclimatées et qui deviennent envahissantes. J'adore poser des colles à mon ami Roland, donc allez, je vais en poser encore une. I am ready. Parle-moi de mimosa. Ah, mimosa. Non, botaniquement. Ah, botaniquement, donc c'est la femme de Popeye, déjà. Le mimosa acacia des albata, entre autres. Tu commences déjà à poser le problème. Le mimosa vernaculaire est un acacia. Oui. Mais l'acacia vernaculaire, c'est... Ah non, c'est Robinia pseudo-acacia. Voilà. Attends. Pas à moi, hein. On me la fait pas. Robinia pseudo-acacia, qui est l'acacia de nos campagnes qu'on connaît avec sa floraison très jolie, très parfumée, oui. Et en genre botanique, mimosa, c'est quoi? Alors mimosa, c'est donc Mimosa pudica, c'est la petite c'est la sensitive, là, la petite machine qu'on touche et puis qui se sauve. Tu vois à quel point c'est le bazar. Mais non. À quel point les termes peuvent être erronés. C'est-à-dire que si on avait conservé le mot mimosa pour le mimosa pudica, tout le monde saurait que c'est cette plante qu'on appelle la sensitive. Alors qui s'est gouré à un moment là? Non, en tant que botaniste, on devrait dire nous parlons des acacias. Ah oui. Et on va parler pas que de acacia des albata d'ailleurs. Oui. Bon, je vous en donnerai quelques autres tout à l'heure parce que vous pouvez cultiver pas mal d'acacia, donc de mimosa, sur la Côte d'Azur. Attention à ces dénominations qui peuvent être complètement troublantes. Le genre acacia, c'est énorme. 1200 espèces. On en voit partout dans le monde, sauf sur un continent, le nôtre. Il n'y a aucun acacia indigène en Europe. Mimosa aussi d'ailleurs. Et c'est Joséphine de Beauharnais, l'épouse de Napoléon, qui était une dingue de plantes. Elle avait des moyens extraordinaires, donc elle envoyait des botanistes dans le monde entier, elle avait des correspondants qui envoyaient des plantes, etc., et qui les introduisaient à la Malmaison, qui n'était pas le lieu le plus idéal pour les plantes tropicales, sauf qu'elle avait des serres immenses. Vers 1804, sont apparus sur la Côte d'Azur les premiers mimosas qui venaient d'Australie. En revanche, la culture de mimosa, qu'on connaît donc Acacia dealbata, c'est beaucoup plus tard, parce que c'est 1864. On est sur des plantes qui ne sont pas si vieilles que ça dans notre pays, et qui ont très rapidement quand même eu la possibilité de pousser vraiment bien dans le pays méditerranéen. Comment va-t-on éviter cela au niveau des jardiniers? Éviter l'envahissement? Voilà. Ah ben écoute, nous on n'est pas embêtés parce que dès qu'on dépasse la Loire, en général, lui, il ça le calme. L'idée c'est de ne pas en planter. Hein. Non, il suffit de les greffer. Ah oui, c'est tout. Tous les mimosas greffés, aujourd'hui, n'ont aucun comportement invasif. Et donc, quand vous allez dans une pépinière pour acheter un plant de mimosa, exigez
tout simplement qu'il soit greffé. Alors le porte-greffe, c'est quoi? C'est souvent Acacia retinodes, c'est-à-dire la mimosa des 4 saisons. Le porte-greffe, c'est pas lui qui va générer l'invasion, c'est les colonies par les graines. Mais quand vous allez acheter un mimosa, tiens, j'ai mon petit chien qui vient là, hein, ça fait longtemps qu'on est là. Quand vous allez acheter un mimosa Mirandole, le Gaulois, Rustica, etc., ce sont des mimosas qui sont totalement stériles au niveau de leurs graines. Donc on n'a aucun risque d'invasion. Mimosa frileux quand même, Oui. moins 7, moins 8 degrés. Et à chaque fois qu'on dit ça, c'est pendant une courte période. Donc je vais vous dire tout de suite, nous on en a un, il est à la véranda depuis le début novembre, et il va y rester jusqu'au fin avril peut-être. Ça demande beaucoup d'eau. On fait crever facilement les mimosas en pot quand on les arrose pas suffisamment. Donc faites très très attention parce que contrairement à certaines plantes qui reviennent bien, par exemple un hortensia, il peut avoir le nez par terre, vous l'arrosez, il revient. Le mimosa, quand il a les feuilles qui sont flétries, très 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 difficile à faire revenir. Je vais vous proposer plusieurs variétés parce que des albata, bon tout le monde le connaît. J'aime bien Cultriformis, le mimosa couteau. Il est reconnaissable parce qu'il a des feuilles qui sont triangulaires, bleu-gris. Et le port est assez compact. On peut bien le cultiver en pot parce que il fleurit bien même quand il est en pot. Il est souple, qu'on peut, dans les régions méditerranéennes, le palisser contre un mur, ça peut être magnifique. Et les grappes de fleurs, mais elles sont très abondantes, très riches en pollen, et on peut les consommer. Toi qui bouffes tout, on fait des beignets, exactement. Comme les acacias, comme les robinia pseudo-acacias. Exactement. Alors ces fameuses feuilles triangulaires, qui sont toutes plates, c'en est pas. Alors c'est quoi? C'est des phyllodes. Les phyllodes, ce sont des tiges qui ont été aplaties et qui se sont transformées en feuilles pour mieux résister aux régions qui sont souvent assez sèches de ces zones australiennes où poussent ces plantes. Un autre qui est très très beau, peut-être un peu plus grand, il peut aller jusqu'à 4 mètres, c'est Acacia baleyana, variété purpurea. C'est vraiment un très très beau acacia. Sachez une chose, c'est que ceux qui ont des petites feuilles composées bipennées, là, vous savez, donc comme la vraie feuille de mimosa qu'on connaît, ils sont plus frileux que ceux qui ont des feuilles pleines. Là, on est plutôt autour de moins 6, moins 7 maximum. Il fleurit un peu plus tardivement. Il est vraiment beau parce que son feuillage, en saison, il va devenir pourpre violacé. C'est pour ça qu'on l'appelle purpurea. On l'a vu, je voulais les citer parce que c'est des gens qui sont extraordinaires. La collection nationale de mimosa, enfin d'acacia, c'est Monsieur Cavator qui... Où est-ce qu'il habite? Il habite à Bormes-les-Mimosas, évidemment. est un pépiniériste qui a vraiment une collection invraisemblable de mimosas. Et si vous voulez sortir des sentiers battus, il faut absolument ça. Il y en a un aussi qu'on appelle le mimosa chenille, qui est vraiment marrant comme tout. C'est Acacia longifolia. Il y a Acacia coveni. Alors, il est un peu moins connu. Il est très compact et il fait une sorte de gros buisson. Peut atteindre quand même 4 mètres, et avec un feuillage très dense et gris argenté. Parce que, malheureusement, Acacia dealbata, il est vert. Oui. Il n'a pas ce côté extraordinaire de contraste qu'on a entre le feuillage gris-argent et les fleurs jaunes. Alors, on n'a pas beaucoup parlé des fleurs. Elles ont un défaut, ces fleurs, elles durent très peu de temps. Surtout, ne les cueillez pas. Si vous avez la chance d'avoir des mimosas, laissez-les sur l'arbre. Elles vont rester beaucoup plus longtemps qu'en bouquet. Bouquet, c'est 24-48 heures maximum. Donc, c'est pas la peine de les couper. En revanche, ça sent très très bon. Oui. C'est un plaisir. Il y a Bon Accueil, qui est une très belle variété, qu'il faut aussi cultiver. Donc, je vous disais, Cavator, c'est 140 espèces et 30 cultivars différents, donc c'est vraiment très 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 bien. On pourrait aussi parler de la taille. La taille, c'est simple, c'est tous les ans, une fois que la floraison est finie, vous coupez toutes les parties qui ont fleuri de manière à stimuler tout simplement l'émission de nouvelles pousses. Oh, Philippe. Philippe qui nous dit « Je n'ai pas vu de vidéo sur les oncidiums sur News Jardin TV. Est-ce qu'on les cultive comme les cymbidiums dont vous avez déjà parlé ?» Bah non. Chez les orchidées, il y a à peu près 950 genres. Il y a plus de 20 000 espèces. Ouais. Donc, on n'aura pas tout.
Mais vous avez bien fait de poser la question parce que ça nous interpelle à chaque fois et nous allons très prochainement avoir la possibilité de vous présenter les oncidiums avec notre petite princesse orchidée Colombe qui nous présentera donc les oncidiums qui sont des orchidées qu'on peut réussir à la maison. Les oncidiums sont compliqués parce que ce sont des plantes que l'on rencontre depuis le bord de mer jusqu'à 4000 mètres d'altitude, avec des espèces évidemment différentes. Oui. Ça veut dire que vous avez des oncidiums qui sont tropicaux, qui ont besoin d'être cultivés dans des conditions chaudes, et puis d'autres, au contraire, qui vont résister plus à une vraie fraîcheur. On va trouver essentiellement dans les jardineries, pas très souvent, il y en a un petit peu, pratiquement que les oncidiums jaunes. Donc, Alors, est-ce que c'est le Odontoglossum? ah bah non. Ah. Bah non, oncidium, il faut rester chez oncidium. Ah bon, Odontoglossum, ok. c'est un autre. Ah oui, ok. Parce que 950 moi, genres. J'avais des étiquettes en jardinerie, je me souviens de ce nom, Oncidium odontoglossum. Oui, alors c'est Otondocidium, c'est-à-dire c'est un hybride intergénérique entre oncidium et odontoglossum, parce que si on rentre là-dedans, on en a pour 6 heures. La force majeure des orchidées, elles s'hybrident très 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 bien entre elles. On peut prendre un oncidium et un odontoglossum, et quick, on marie tout le monde et on crée un hybride qui n'existe pas dans la nature et qui est matérialisé toujours dans l'écriture botanique par un X qui se trouve avant. Oui. X odontocidium, ça veut dire hybride odontocidium, donc odontoglossum par oncidium. Deux espèces principales cultivées habituellement, qui sont Oncidium flexuosum, grande tige, petite fleur jaune, léger, gracieux, etc. Et puis Oncidium ornithorhynchum. Ornithorhynchum, il y a le mot ornitho, c'est oiseau, mais qui ont des fleurs roses, mais d'une douceur parfumée extraordinaire. Dans la serre, nous, quand on en a, ça sent la vanille, mais dans l'ensemble des 20 mètres carrés de la serre. Une seule plante. Donc ça, c'est très intéressant à voir. Vous pouvez aussi cultiver Bicallosum. Oncidium Bicallosum, c'est vert et jaune, c'est un peu plus cireux. Bon, il y en a plein, puisqu'il y a 450 espèces, et même il y en a certains qui disent 750, puis des cultivars et des cultivars. Donc les oncidiums plutôt tempérés, minimum 10-13 degrés, pour les réussir à la maison, donc dans des pièces pas trop chauffées, plutôt derrière une fenêtre sud-est ou ouest pour pouvoir avoir un maximum de soleil, et puis beaucoup de lumière. Puis c'est ça, je disais, 20 000, 40 000 lux, donc plutôt le long de ces fenêtres très très bien éclairées. Si vous n'avez pas assez de lumière, il n'y aura pas de floraison, malheureusement. C'est triste. Alors on va se mettre un peu plus en forme avec une petite page de publicité. Et on revient tout de suite. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Bon, je pense pas que tu vas cultiver des oncidiums dans ton jardin. Encore moins des mimosas. Encore moins des mimosas. Mais en revanche, je voudrais bien savoir ce que tu vas faire la semaine prochaine. Ah bah, pas grand-chose, mais quand même un petit peu de choses. Je vais m'intéresser aux plantes d'intérieur parce que... Tiens, tu vois, oncidium. Oui, mais moi j'ai des trucs basiques, hein. J'ai du pothos, j'ai des cactus en veux-tu en voilà, j'ai quelques cactus de Noël, enfin bref. Il n'empêche que pour les plantes d'intérieur, et en particulier un gros auquel je pense, on a un areca qui est monstrueux, que j'ai depuis 15 ans, c'est un truc que j'avais acheté dans une grande surface qui était tout pourri, je l'ai rempoté parce qu'il était dans de la tourbe, les racines étaient serrées, c'était une catastrophe. Bon conseil, vous achetez une plante, si elle est cultivée dans de la tourbe, vous nous la rempotez tout de suite. Oui. Tout de suite. Oui, et je te le confirme. Donc, rempotage, surfaçage pour ce bel areca. L'areca, c'en est pas. Hein. Ah bon, c'est pas des arecas? C'est marqué dessus, hein, attention. Marqué dessus, oui. Alors, on peut le donner au nom français, mais le nom botanique a changé. Oh bah non. Areca, ça existe. Areca catéchou, qui fait la noix.
d'Arec. Ah oui. Bon, c'est un palmier qui est très différent de celui qu'on appelle Areca dans les jardineries. Il s'est appelé à un moment donné Chrysolidocarpus lutescens. Puis on a trouvé que c'était peut-être un peu trop compliqué, donc on l'appelle Dipsis lutescens maintenant. Donc c'est plus simple. Allez dans une jardinerie demander un Dipsis lutescens, on va vous virer, mais on l'appelle encore Areca. Mais je voulais vous le dire parce que j'aime bien qu'on soit juste dans la botanique. Et Areca, c'est un autre palmier qui est beaucoup plus difficile à cultiver dans la maison que généralement on n'a pas. Bon, le Bipfus, eh bien, Le Dipsis, pseudo Areca, Voilà. je vais le surfacer. Donc ça, je Avec fais quoi du terreau pour plantes d'intérieur. Je m'embête pas. Je gratte bien en surface. On enlève le terreau là, on le garde parce qu'on va le mettre dehors. Hein, tu vas le jeter dans le jardin. Oui, bah oui. Et donc après, il y a ce surfaçage. Rajouter du terreau pour plantes d'intérieur, ça me suffit bien. Et donc il y a ça. Il y a le nettoyage, surveiller les cochenilles. Mais ça, j'ai fait ça tout l'hiver, donc ça va, on n'est pas embêté. On en a perdu un comme ça d'ailleurs avec les cochenilles. Qu'est-ce que tu fais? Tu nettoies avec la bière? Non, je coupe surtout parce qu'il y a les pointes un petit peu abîmées. Oui, non, mais quand pour le... le nettoyage, oui, avec la bière, c'est pas mal, oui, mais nous on la boit, donc c'est pas pratique. Donc oui, nettoyage quand même avec un petit chiffon humide même. Et puis voilà, donc il y a toutes les plantes d'intérieur à revoir parce qu'on en a quand même pas mal finalement. Et donc il y a un peu de boulot là-dessus. Tailler les framboisiers? Oui, tailler les framboisiers, je vais commencer parce qu'ils ont donné très tard cette année. On a récolté jusque de mémoire au mois de novembre pratiquement. Donc là, on va les tailler parce qu'il y a des grandes pousses. Nous avons beaucoup de remontants, donc je les taille en ce moment. Et la taille, c'est assez facile, hein, voilà. Juste un petit mot sur la taille. Entre le genou et la cuisse, tout dépend de votre taille, mais à peu près, on va dire à 70 de haut, déjà, j'enlève tout. Zac. Normalement, on enlève déjà l'ensemble des tiges qui ont fructifié. Alors, rac, tout à 70 cm à de zéro. haut. Non. Celles qui sont toutes desséchées, qui ont fini de donner leurs fruits, celles-là, c'est à zéro. Écoutez-moi plutôt, c'est moi qui ai la bonne réponse. Tout à 70 cm de haut. Ensuite, comme j'y vois plus clair, je vais dedans et je coupe d'abord tout ce qui est sec. Ça, c'est clair, parce qu'il y en a pas mal. Tout ce qui est chétif, un petit peu malsain, machin, etc. Et ensuite, j'ai ma petite jauge de 10 cm et je laisse une canne à peu près tous les 10 cm. Il va nous faire une vidéo, vous allez voir ça. Oui. Ça s'appelle La taille à la Roland Motte et je vous la conseille. Moi, je fais la même chose, mais simplement à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, on nettoie d'abord parce que c'est facile de voir tout ce qui est fini, abîmé, desséché. Et puis après, effectivement, 70 cm, pas forcément. On peut compter aussi les yeux, avoir une dizaine d'yeux. Bon, chacun le fait comme il veut, mais il a quand même raison sur le fond. Les rosiers. Je vais commencer parce qu'on on a des rosiers Vitel qui sont assez costauds. Et donc, je commence assez tôt parce qu'il y en a plusieurs. Le nettoyage, déjà un bon nettoyage. La taille, oui, bien sûr, oui, la taille. Donc, je vais commencer. Je me suis fait avoir une année où j'ai taillé beaucoup trop tard. J'en ai perdu parce que j'ai attendu au moins le mois d'avril. Enfin, il y avait déjà des feuilles, bref. Ah oui, c'est trop tard, ça. Mais oui. Pas trop tôt parce que n'oublions pas que le mois de février est statistiquement le mois le plus froid de l'année, donc attention quand même, il y a des petits risques. On peut faire des boutures de chrysanthème, d'anthémis, de dahlia à la maison. On peut, si on a la chance d'avoir des journées où la température monte un petit peu, dégager un peu les protections hivernales pour que les plantes puissent respirer, parce que ça fait un moment déjà qu'elles sont sous leur protection. C'est le moment de faire des transplantations, hein. C'est vraiment l'époque idéale, mais on le fait quand il gèle pas. Alors je sais que toi, tu vas aussi acheter, nettoyer des nichoirs à oiseaux, tu vas les remettre en place. Oui, parce que le printemps arrive, donc il y a ceux qu'on n'a pas dérangés. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas que l'oiseau lui-même, il aille faire son boulot, le nettoyer lui-même, il va enlever les petites brindilles Mais il peut y avoir de la pourriture dedans. Ils ont laissé un petit peu de mousse, un petit peu de brindilles, etc. Ça m'est arrivé d'avoir un peu de pourriture dedans. J'en ai pris systématiquement où il y a une petite trappe et qui me permettent de les garder plusieurs années, ces nichoirs, où donc on nettoie l'intérieur et ça repart de plus belle pour le printemps. Là, par contre, il faut bien le faire en ce moment parce que ils vont commencer à ressortir un petit peu. Alors, il y a plein d'autres choses, on verra la semaine prochaine. Mais attention, mes amis, attention. À partir de ce soir, 20h, jusqu'à demain, dimanche, 20h, ne jardinez surtout pas. Parce que la lune est au périgée. Elle est où? Au Périgée. Au Périgée. D'accord. Bon, ben, ok. Et alors donc... Ne jardinez pas non plus mardi entre 10 et 14h parce que c'est la nouvelle lune, donc vous ne jardinez jamais. Comme ça, vous êtes tranquille. C'est terrible. Alors là, on revient sur Instagram avec un truc, il va même pas être capable de nous dire comment ça se prononce. Mother of Krasas. Mother of Krasas.
Je suis... Autre chose? Oui. Tu veux que je oui, te la parle de suite. botanique? Bah non, mais parle-moi de Mother Alors, of Croissants. un compte Instagram, 91 700 abonnés quand même. Donc, je suis allé jeter un petit coup d'œil. Il y a 1835 parutions, donc ça commence à... Quand Ils habitent où? Alors, eux, ils sont entre Vigo et Saint-Jacques-de-Compostelle, au nord... est de... Oui, c'est ça, c'est l'est là, de l'Espagne. Et donc, ouest, pardon. Ah oui, c'est là où le soleil se couche. Bah tiens. Ça y est, oui. T'es sûr? Oui, je crois. De mémoire, en tout cas, c'est ça. Il y a quelques-uns où il y a les noms, pas tous, mais il y a quand même pas mal de cactus, de succulentes, de plantes en pot. Alors, ce que j'aime bien, c'est surtout les photos qui sont faites avec outdoor et indoor. Donc, il y a vraiment un mélange. La plante, on va la retrouver partout dehors, mais on va la retrouver dedans. Ils peuvent, dans leur région. Oui, mais c'est très esthétique. Les photos sont bien faites. Puis il y a un petit chien qui arrive de temps en temps qui est là. Donc, allez, toutes les 10-15 photos, il y a le petit chien qui est mis en avant. Tu vois, un petit peu, c'est leur perle à eux, la succulente perle. Voilà. J'ai trouvé ce conte, en tout cas, assez intéressant. Bonne idée. Alors, moi, j'ai 2 livres à vous présenter. Un qui est un livre qui a déjà été publié il y a quelques années et qui ressort aujourd'hui, mais je voulais vous le présenter parce qu'ils ne sont pas légion à être en français sur les plantes carnivores. Et surtout, il a été écrit par Jean-Jacques Labat, qui est vraiment le monsieur plante carnivore dans ce pays. C'est chez Ulmer. C'est dans une collection qui est vraiment, vraiment très bien faite. Vous avez, de façon très claire, vous voyez la multiplication. Alors, qui est-ce qui va multiplier les plantes carnivores? J'en sais rien. Mais au moins, vous avez la recette. Mais là, on vous dit les contenants, comment les nourrir. Bon, ça, c'est pour le début, avec aussi les indications sur les températures, sur les plantes. C'est vraiment très clair. Et puis, derrière ça, vous avez des fiches plantes très simples. Le milieu, la description, la température, etc. Sur une quantité d'espèces quand même importante, parce que je crois, monsieur là-bas, où il avait la collection nationale de plantes carnivores. Donc, c'est un petit bouquin qui ne coûte pas tellement cher. On est à 15,90 €. Vous ne vous ruinez pas et vous en apprenez un maximum. Alors ça, c'est surtout l'auteur. J'espère, je rêve de vous l'amener ici et que l'on passe ensemble 1 heure avec monsieur Marc-André Selos. C'est un chercheur du Muséum d'histoire naturelle, c'est un communicant extraordinaire et pendant 1 an, pendant toute l'année entre 2020 et 2021, il a fait des chroniques sur France Inter dans l'émission qui s'appelle La tête au carré. Et on retrouve l'intégralité de ces chroniques, même un petit peu améliorées, parce qu'il les a réécrites, sur la sexualité mystérieuse des truffes. Bah ouais, mais les virus sont-ils vivants? J'ai commencé à le lire ce matin, j'ai pris un plaisir. Il vous raconte les cyanobactéries, vous dites, c'est quoi les cyanobactéries? Il y en a partout, il vous le montre, il parle des tanins, il parle du sol. Il vous explique par exemple que notre cher président Emmanuel Macron a dit que la forêt amazonienne était le poumon du globe, que c'est exactement l'inverse. La forêt a rien d'un poumon, parce qu'un poumon d'abord, ça ne renvoie pas d'oxygène, ça n'a rien à voir. Il vous raconte des choses du quotidien, du végétal, mais aussi de la nature, mais avec précision. Une qualité dans l'expression, c'est formidable. Ça s'appelle Petite Histoire naturelle. Les chroniques, justement, de la Terre au carré, c'est chez Actes Sud, et ça vaut... Et j'ai vu quelque chose à l'intérieur, 17,50 €. En première page, il y a quelque chose, toute première. Ah oui, il m'a fait une dédicace. Non mais, voilà. on se connaît avec Marc-André parce que je l'ai invité lorsque j'étais sur RMC et il nous a parlé des tanins. Il a fait un livre épais comme ça, uniquement sur les tanins, bon, qui est difficile d'approche, mais quand c'est lui qui en parle, on est complètement scotché. Vraiment, je vais essayer qu'il vienne. Bon, c'est un chercheur, il est souvent aussi très demandé. Faut le trouver. Non. Non, mais peut-être que c'est un chercheur qui trouve. Mais non. Franchement, on va essayer. Et ce livre, je vous le conseille. Il y en a un autre qui vient de sortir, mais je vous en reparlerai aussi la prochaine fois. C'est vraiment très, très, très bien. Ah, une question de Romulus. Romulus qui souhaite planter des fraisiers. Je souhaiterais savoir s'il faut tremper les mottes dans de l'eau additionnée d'Osiril avant de les mettre en terre. La réponse est non, mais... Allez, pas non. Allez, ça n'a strictement aucun intérêt. Pour quelle raison? C'est que le fraisier, ça reprend tout seul. Vous achetez un fraisier, vous le plantez de façon à ce que le cœur soit au niveau du sol ou très légèrement au-dessus. Parce que sinon, ça pourrit. Mais hormis ça, ça reprend tout le temps. Alors, Osiril, c'est quoi? Osiril, c'est un stimulateur de croissance racinaire naturel.
C'est un ensemble d'enzymes. J'ai jamais été fichu de trouver la composition parce qu'évidemment, on vous vend ça comme ça. C'est un peu terrible d'ailleurs parce que autant sur les produits qui étaient chimiques, on vous obligeait de mettre la composition, la toxicité, le machin et ça. Tous les trucs à partir du moment où c'est naturel, allez, hop, on vous balance ça un petit peu comme les cosmétiques, vous savez. C'est les trucs anti-rides formidables et qui font jamais rien. Mais je pense qu'Ozyril, c'est quand même intéressant parce que c'est pas les amateurs qui, au départ, l'utilisaient. Ce sont les professionnels et c'est une substance qu'on utilise lorsque l'on plante des végétaux dans des conditions difficiles. Ou quand on va planter une plante, par exemple, la racine nue, ça peut remplacer l'Ozyril, par exemple, les vieux pralins. On a du mal à trouver du pralin aujourd'hui. Bon. Il y a encore Orban qui en fait, je crois, mais sinon c'est difficile. Donc c'est un biostimulant qu'on peut aussi utiliser d'ailleurs pour remplacer un produit qui est totalement disparu du marché, qui était l'hormone de bouturage. Oui. Donc utiliser l'Ozyril pour favoriser l'enracinement des boutures ou de tout ce qui est compliqué, oui. Les fraisiers, franchement, ça n'a strictement aucun intérêt. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Bah, encore une fois, je vais vous raconter un truc de dingue. Un truc d'une plante invraisemblablement rare, rarissime, une des plus rares du monde, qui est aujourd'hui couramment proposée par les jardineries. Oui, je te le confirme. Quasiment incultivable, il faut le dire. Je vous le dis tout de suite, si vous achetez ça, il ne faut pas rêver, vous ne l'aurez pas pour très longtemps. Mais qui est intéressante parce qu'il y a eu cette volonté farouche de la sauver. Je vais tout de suite râler comme ça, vous en aurez fini avec ça. Il est totalement stupide d'appeler cette plante le palmier hawaïen dans la mesure où ça n'a rien, mais rien de rien à voir avec un palmier. C'est une plante qui est proche des lobélias, c'est une plante de la famille des campanulacées, c'est une plante qui s'appelle Brigamia insignis et qui, effectivement, fait un tronc, mais c'est un vrai, ça, c'est pas un stipe, avec des feuilles à l'extrémité et qui pourrait de très loin évoquer un palmier. Mais on n'a jamais vu un palmier faire les fleurs blanches comme il fait et franchement, on aurait pu trouver un autre nom, d'ailleurs Brigamia, pourquoi c'est pas si mal, c'est pas trop difficile à dire. Nous sommes à Hawaï, sur l'île de Kauai, qui est une des îles les plus sauvages de l'archipel. J'ai eu la chance d'aller dans ces îles qui sont d'une richesse botanique extraordinaire. Mais Kauai, il faut savoir que Kauai, c'est ça. Là, vous avez la mer, et c'est une montagne à pic comme ça. Et notre Brigamia pousse sur des apics qui ont nécessité, pour les botanistes qui ont essayé d'aller le polliniser. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi ils ont fait ça, ils ont dû utiliser des hélicoptères et se pendre au filin des hélicoptères le long des falaises abruptes pour essayer d'atteindre la plante et de la polliniser. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Parce que malheureusement, le papillon, qui était l'unique pollinisateur de ces Brigamias, a disparu. Aïe ! Qu'est-ce qu'il est devenu ? Il a disparu parce qu'il y a une destruction du milieu, parce qu'il y a une pression humaine dessus. Est-ce que c'est 100% l'homme ? On ne sait pas non plus, parce que certaines espèces, parfois, peuvent être en danger naturellement. Il faut quand même aussi se mettre ça dans la tête. Au fil des millions d'années d'évolution de notre planète, il y a des millions d'animaux, de végétaux qui ont disparu naturellement. Parce que l'évolution, on en a déjà parlé, l'évolution est en permanence une question de sélection naturelle, c'est-à-dire d'adaptation. Quand vous avez un animal ou une plante qui se trouve ne vivre que dans un petit endroit spécial avec un terrain associé à un seul insecte, elle est forcément de toute façon en fin de lignée de vie. Mais là, grâce à l'humain, grâce à la volonté de certains, et puis avoir fait des choses incroyables, comme aller les polliniser à la main alors qu'ils sont inaccessibles, eh bien, on peut arriver à sauver des plantes. Donc, on n'est pas toujours les méchants non plus. Et ça, je voulais quand même le dire. Alors, ce genre Brigamia, il a été créé en 1867 par un botaniste américain qui s'appelait Asa Gray, qui a été vraiment aussi quelqu'un d'important dans la botanique américaine. Et il l'a créé en l'honneur d'un scientifique qui était géologue, ethnologue, botaniste, William Tufts Brigham.
Ah bah oui, ça tombait bien. Bah oui. Ouais. Mais souvent, les botanistes se sont offerts des noms. Et Brigham, lui, il avait collecté les premiers spécimens en compagnie d'un autre botaniste qui s'appelait Horace Mann et qui, d'ailleurs, est aussi quelqu'un d'important. Et ils se sont rendus compte, enfin du moins un autre botaniste encore, en 1969 seulement, hein, donc 100 ans après, 2 espèces seulement qui existent. Peut-être une d'ailleurs qui n'existe plus du tout, qui aurait disparu, qui s'appelle Brighamia rocci, l'autre qui s'appelle Brighamia insignis. Insignis, ça veut dire insignifiant. Le Brighamia insignifiant, bah oui, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est rare, on ne le voyait plus, il n'intéressait personne. Ah ouais, on l'appelle l'arbre chou, le chou sur tige. Parce que c'est vrai que ça ressemble, à mon avis, plus à un chou frisé, un chouquel que tu aimes bien raconter, qu'à un palmier. La tige, elle est grosse, elle est tiens, ben, quoi, bien dodue, vous voyez. Et puis, donc, il y a ces longues feuilles oblongues là au-dessus, et ça donne quand même un aspect bien particulier. On ne peut pas se tromper quand on le voit, on sait que c'est ça. Il y a, sur la tige, c'est peut-être ça qui a fait croire que c'était un palmier. C'est qu'il y a des cicatrices foliaires, comme on a sur le stipe des palmiers, puisque les feuilles, au fur et à mesure que la tige se développe, les feuilles du bas tombent. Il n'y a que le panache qui reste. Alors ça peut aussi d'ailleurs pas être forcément toujours très esthétique, parce qu'en fait vous avez une sorte de plumeau. Hein, voilà. Mais bon, rien que la rareté de la plante, ça donne parfois envie. Localement, la plante, elle peut atteindre 2 mètres. C'est pas tout petit. Il semblerait qu'il y ait eu des sujets qui atteignaient jusqu'à 4,50 mètres. Je pense qu'aujourd'hui, il n'existe plus. Mais ce qui nous intéresse au niveau des horticulteurs ou des amateurs de plantes, c'est les fleurs. Ces fleurs, elles apparaissent à l'aisselle des feuilles, elles sont portées par un long pédoncule. C'est une inflorescence de fleurs charnues blanches et qui sentent très bon. Ça sent à la fois un peu comme le chèvrefeuille, avec un peu de note de miel. C'est très agréable. Est-ce que si on le plante à la maison ou si on l'a en pot à la maison, on risque d'avoir les fleurs ? Oui, moi je les ai eus, d'abord parce que je l'ai acheté, il était fleuri. Ah oui, d'accord. Ouais. Après, même en serre, j'ai pas réussi à le garder plus de quelques mois. Oui. Parce que c'est une plante qui a besoin d'une forte chaleur humide. On est dans le pays vraiment des tropiques. En plus, je pense que comme elle pousse, comme je vous disais, le long de ces falaises, face à la mer et tout ça, elle a besoin d'un air peut-être chargé de sel, je ne sais pas, mais certainement d'une aération qu'on n'a pas forcément. La particularité aussi, parce que tu t'interrogeais pourquoi le papillon a disparu, peut-être pourquoi pas un autre, mais parce que la fleur, elle est tubulaire, très longue, et il fallait avoir un papillon qui est développé ou co-évolué avec la plante pour avoir une trompe suffisamment longue pour aller chercher le nectar au fond et venir se frotter sur les parties sexuées de la plante pour pouvoir lui permettre sa fécondation. Donc le déboisement, puis aussi, tiens, on l'oublie ça souvent, l'introduction d'animaux étrangers, comme des cochons, des chèvres, des commensaux de l'homme. Ça peut détruire complètement une flore sauvage. Et là, il y a un peu ces risques-là. Ces sphinx ont disparu. Et malheureusement, le Brighamia, lui, il n'est pas du tout auto-fertile, donc on est obligé d'essayer de le manipuler. Alors, ils ont trouvé un horticulteur en Hollande qui a réussi donc à sélectionner, il s'appelle Monsieur Van Diemen, à sélectionner, multiplier certains spécimens et qu'il nous vend aujourd'hui pour nous faire plaisir. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que un peu de l'argent que vous allez dépenser pour acheter un Brighamia reviendra à l'UICN, donc l'Union internationale de conservation de la nature, qui va permettre d'avoir de l'argent pour développer des programmes de protection de cette plante dans la nature. Alors, la culture, franchement, moi je vous dis, c'est difficile. Le substrat doit être extrêmement drainant puisque la plante pousse le long des falaises. L'eau ne doit jamais stagner, donc plutôt de terreau de cactus dans lequel je mettrais au moins 20% de pouzzolane, même pas du sable, mais de la pouzzolane, il faut que ça soit caillouteux. Il n'y a rien qui reste au niveau de l'eau. Plein de lumière, c'est certainement ce qui manque chez nous. Alors donc on peut faire ce que nous disait notre ami Alain la semaine dernière, de mettre de la lumière artificielle. En revanche, en plein été, il vaut mieux filtrer quand même les rayons du soleil. On peut tenter, pourquoi pas, à la belle saison, de le mettre dehors. Je pense qu'il aimerait mieux sans doute que de rester complètement à la maison. Et puis la température... Et puis vaporiser quand même, alors.
faudra bien le doucher le Oui, soir. c'est ça, oui. Et puis la température, bon, minimum 15 degrés, et puis autour de 20, 25, 26 degrés. Il supporte 30 degrés. Il faut surtout laisser sécher la terre entre 2 arrosages. Jamais d'eau dans une coupelle. En plein été, 2 arrosages par semaine. En hiver, peut-être 1 arrosage. En Grèce, je ne sais même pas si ce soit vraiment très très utile pour ces plantes. En revanche, attention, c'est hyper sensible aux attaques d'acariens. Et je crois que nous, on les a perdus comme ça. Dès que c'est sec, eh bien, alors là... En clair, c'est une plante éphémère, quoi. On l'achète comme ça pour faire plaisir et puis on arrête après. C'est difficile. Et d'autant que très souvent, vous achetez la plante et elle va perdre ses feuilles. Alors, ne la jetez peut-être pas tout de suite. C'est bien vendu. C'est le stress. Parce que le fait de passer de sa serre, où elle était dans son cocon, à la jardinerie, elle a été transportée, puis à la maison, elle est stressée. Et donc, c'est simplement un arrêt de végétation. Donc la plante, elle devient caduque. Et à ce moment-là, quand elle retrouve des conditions favorables, eh bien, elle va redémarrer. Pour moi, ce n'est pas maintenant qu'il faudrait acheter un Brigamia, ça serait plutôt au printemps, parce que là, ça sera moins stressant et puis vous pourrez certainement la sortir rapidement. Je voulais vous parler de cette plante, je pense qu'elle vous a intéressé, elle peut que éveiller la curiosité. C'est comme ça qu'on terminera notre émission. Un voyage à Hawaï, c'était quand même assez sympa. En tous les cas, je vous remercie de nous avoir suivis. Vous avez été patients, vous avez été sympas, vous êtes de plus en plus nombreux. Ça nous fait vraiment plaisir. On avait Luc à la technique, là il est aux manettes, tac, hein, un petit peu. Vous avez le son là, un bon son professionnel. Miguel, lui, il est à la régie, les caméras, les contrôles, tout ça, il est là, il est stoïque, il marche très très bien. On avait Roland. Oui, j'étais là, mais oui, je me suis vu passer un moment. Et la semaine prochaine, on te trouve où alors? Eh ben, je serai là. Ah, la semaine prochaine, sur Instagram par exemple. Tiens, abonnez-vous à mon compte, ça me fera plaisir, ça me fera des followers, et puis sur Facebook également. Et France Bleu, c'est à quel France jour? Bleu, c'est le samedi. Alors tu vas rire, de 9h, faut faire vite, de 9h à 10h le samedi et le dimanche également à Nancy. Et puis il y avait Marilyn qui nous a écoutés pendant toute l'émission, on la salue. Ma petite jardinière, elle était là, mais de façon un peu plus virtuelle. Elle m'avait laissé notre perle. Écoutez, regardez ce chien. Regardez comme c'est mignon. Et avec notre petite perle si mignonne, on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr.